Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je t'apprends à augmenter tes performances sportives, à te remettre en forme et à atteindre au plus vite tes objectifs en te parlant de sport, de santé et de nutrition. Et aujourd'hui, je vais commencer par inclure un slogan publicitaire que tu as certainement déjà entendu à la télé et on y va tout de suite. Manger 3 produits laitiers par jour, c'est pas compliqué. Imagine, le matin, tu pourrais boire un verre de lait avec Perrette. Le midi, manger un morceau de fromage avec Maître Corbeau. Et le soir, un yaourt avec le petit chaperon rouge. Alors pourquoi manger la grand-mère du petit chaperon rouge? C'est pas bon, c'est pas gentil. Et en plus, ça te ramollit. Pourtant, c'est facile de manger 3 produits laitiers par jour. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ok, alors voici du coup bien sûr un spot publicitaire qui a marqué mon enfance, comme peut-être comme toi, mais peut-être si tu es un peu plus vieux, c'était peut-être pas ton enfance, mais tu as sûrement déjà entendu ce spot publicitaire, car en France, forcément le plan nutritionnel de santé recommande de manger 3 produits laitiers par jour, c'est pas un scoop, et je vais un peu te spoiler, mais dans cet épisode, tu vas apprendre justement que les produits laitiers ne sont pas nos amis pour la vie, mais plutôt nos amis pour la mort. Donc voilà. Et c'est tout ce que on nous rabâche pourtant à longueur de journée, comme quoi on va avoir des os qui vont pas être solides, on va pas être en bonne santé. Limite, on va être dénutri si on ne mange pas les produits laitiers. Et tu vas voir que les études qui permettent d'appuyer ces slogans publicitaires, donc des 3 produits laitiers par jour qu'on nous recommande, a été justement financé par des personnes, justement des lobbies laitiers. Donc les scientifiques étaient directement affiliés à des marques des gros groupes agroalimentaires français, et donc on peut douter de leur impartialité. Et je vais aussi te montrer qu'est-ce que fait le lait dans ton corps et pourquoi il faut s'en méfier et certainement le bannir de ton alimentation. Voilà. Alors, depuis le lancement du podcast, on m'a énormément demandé de faire cette émission sur le sujet d'aujourd'hui, donc le lait, pour avoir mon avis sur le lait, et c'est ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Je vais te parler de mon point de vue et appuyer bien sûr sur des expériences scientifiques pour t'appuyer pourquoi je ne recommande pas le lait à toute personne. Alors, déjà, l'homme, premier argument, qui va être peut-être, en fait, je vais essayer dans ce podcast de tous les mythes qu'on nous parle sur le lait, de les casser. Après, il y en a qui vont être facilement cassables, peut-être, mais voilà, je vais te partager tous les mythes et je vais essayer de les casser un par un. Déjà, l'homme. Il y a un mythe comme quoi l'homme, il a toujours consommé des produits laitiers, etc. Non, l'homme, il n'a pas toujours consommé des produits laitiers. L'homme a commencé à consommer des produits laitiers au néolithique. Alors le néolithique, ça peut paraître très loin pour les hommes du 21e siècle, mais le néolithique, c'est à peu près 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc 10 000 ans, tu peux te dire que c'est très très loin, ok. Du coup, il y a une adaptation génétique et du coup, forcément, c'est ancré dans nos gènes de consommer des produits laitiers. Mais pour rappel, donc néolithique, c'est 10 000 ans avant Jésus-Christ, alors que le premier homme découvert en date de 7 millions d'années avant Jésus-Christ, donc 10 000 ans versus 7 millions d'années, donc Toumaï, c'est le premier homme découvert, 7 millions d'années il a cet homme-là, et récemment, il y a un débat entre les chercheurs déjà qui estiment que Toumaï, ce serait pas le premier homme, il y aurait déjà eu 3 millions d'années avant lui, il y aurait eu déjà des hommes qui sont assez similaires à ce qu'on peut retrouver maintenant au 21e siècle, et donc on est plus aux alentours de 10 millions d'années, certainement pour les premiers hommes. Donc on a commencé, je répète, à consommer du lait au néolithique, donc 10 000 ans avant Jésus-Christ, et nous on date de 10 millions d'années. Donc bien sûr que c'est sur l'échelle de l'homme, c'est une goutte d'eau, le fait que l'homme consomme des produits laitiers, une goutte d'eau sur l'échelle de l'homme. Et donc, l'adaptation génétique que certains prônent, on a commencé il y a 10 000 ans, donc notre corps s'est adapté. Elle est plus dans la tendance adaptée pour ne pas consommer des produits laitiers que l'adaptation génétique pour consommer des produits laitiers.
hein. Donc forcément que voilà, c'est pas un argument déjà de dire que l'homme a toujours consommé des produits laitiers et qu'il s'est adapté génétiquement. Parce que 10 000 ans sur l'échelle de 10 millions d'années, c'est pas possible. Voilà, ça ne fait pas assez de temps pour qu'on puisse s'adapter entièrement aux produits laitiers, bien que certaines civilisations peut-être sont plus prédisposées que la nôtre. Alors, donc, on pourrait se dire aussi, bah oui, bah l'homme paléolithique, ok, il consommait peut-être pas de paléolithique, du coup, juste avant le néolithique, il vivait peut-être mal, etc. Non, l'homme paléolithique, déjà, il vivait très vieux, hein, pas comparable à ce qu'on peut voir maintenant, mais si tu enlèves la mortalité infantile de l'homme paléolithique qui ne consommait pas de produits laitiers, si tu enlèves aussi la mort due aux infections qu'il ne savait pas soigner et guérir à cette époque, hein, et cet homme paléolithique vivait quand même assez vieux et donc vivait en bonne santé et pas carencé, même s'il ne consommait pas de produits laitiers. Donc déjà, c'est un premier indice qui peut nous permettre de penser que les produits laitiers ne sont pas si indispensables à la vie que ça, comme on nous le rabâche à longueur de journée. Mais attends, parce que ce qui suit est encore plus intéressant. C'est-à-dire que l'argument massu des publicités et aussi des recommandations françaises, c'est que on a besoin de calcium, le calcium c'est hyper important pour nos os, etc. Pour estimer les besoins de calcium recommandés en France, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des recherches en France pour se dire combien de calcium l'homme a besoin pour justement être en bonne santé. Et donc on a fait des recherches par des scientifiques et il se trouve que 90% des experts qui ont participé à ces recherches sur le calcium ont un lien direct, 90% ont un lien direct avec les gros groupes laitiers et agroalimentaires français, hein. Donc, on peut douter déjà de l'impartialité de ces recherches, hein. On est tous en droit de remettre en cause leurs recommandations en calcium, puisque ils ont un intérêt à nous surévaluer justement les besoins en calcium de l'homme pour être en bonne santé. Surtout que, admettons que les chercheurs, ils soient, même s'ils sont pas impartials, admettons que dans leurs recherches, ils disent vrai. Voilà, que les besoins en calcium recommandés, donc le fait de manger 3 produits laitiers minimum par jour pour justement combler les besoins en calcium de l'homme, le lait, ce n'est même pas la meilleure source de calcium disponible dans notre alimentation. Il y a des sources, notamment végétales, qui sont plus en densité, qui sont plus denses en calcium que le lait. Donc même si on a besoin de beaucoup de calcium, le lait, ce n'est même pas la meilleure source de calcium. Donc même l'argument du calcium pour combler, etc., ce n'est pas la meilleure source. Donc on peut très bien combler ces carences en calcium avec d'autres produits que le lait. Sauf qu'on a l'impression que c'est indispensable pour le corps de manger du lait, sinon on n'aura jamais de calcium dans notre alimentation. Le calcium, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans notre alimentation. Le lait n'est pas la seule source de calcium qui existe, bien au contraire. Et en plus, ce n'est même pas la plus digestible, c'est-à-dire que pour 1 litre de lait ingéré avec le calcium, je sais pas combien de calcium ça représente en milligrammes, mais ça va pas être, il y a des sources qui vont t'apporter beaucoup plus de calcium parce que ils vont être mieux digérés par l'organisme, donc mieux assimilés. Il y a une grande partie du lait que tu vas absorber avec le calcium qu'il contient que tu vas éliminer sans même pouvoir absorber par ton corps. Donc c'est même pas la source de calcium ni la plus dense ni la plus digestible et la plus la plus accessible par ton corps facilement. Voilà, que ton corps ne va pas digérer correctement le calcium présent dans le lait. Et donc là, je pense que les besoins en calcium, très honnêtement, ont été très très largement surévalués pour justement nous faire consommer de plus en plus de produits laitiers pour que l'industrie fonctionne bien. Et il y a beaucoup d'études, il y a des études chinoises, il y a des études néo-zélandaises, il y a des études anglaises qui ont montré, juste pour le calcium, on parle pas encore du lait, on parle juste pour le calcium, le calcium consommé à haute dose, comme recommandé par le plan national de nutrition en France,
pouvait justement augmenter grandement les risques d'infarctus, augmenter aussi le taux de mauvais cholestérol sanguin, rigidifier les artères, rigidifier les artères et voilà. Donc on peut déjà savoir que le calcium c'est pas top consommé à haute dose. Donc voilà, donc ça, rien que ça, déjà c'est un argument contre le lait. Et en plus, justement pour limiter, donc ça va avoir vraiment un impact le lait surtout le surplus de calcium sur les maladies cardiovasculaires. Et on a aussi appris que pour diminuer justement les maladies cardiovasculaires, il fallait augmenter sa consommation de magnésium. Ok, voilà, plus tu consommes de magnésium, plus tu limites tes chances d'avoir un risque cardiovasculaire, voilà, une maladie cardiovasculaire, un arrêt cardiaque et autres. Et du coup, il y a un problème parce que justement, le calcium, c'est l'ennemi du magnésium et le magnésium est l'ennemi du calcium. C'est-à-dire que même si tu veux te préserver des maladies cardiovasculaires et que tu augmentes ta consommation de magnésium et que tu continues à te nourrir comme on te recommande avec les 3 produits laitiers par jour et donc avoir un apport élevé en calcium dans ton alimentation, le calcium va bloquer l'absorption du magnésium. Ok, donc même si tu consommes plus de magnésium pour ta santé, justement pour limiter ces risques cardiovasculaires, tu vas justement ne pas les absorber parce que le calcium va faire tampon et limiter l'absorption du magnésium. Donc si tu veux préserver ta santé, diminue tes produits laitiers, comme ça tu vas avoir moins de calcium. Le calcium on en a quand même besoin, hein, faut pas non plus dire n'importe quoi, mais on en a besoin et pas à haute dose comme il est recommandé. Et du coup si tu supprimes les produits laitiers, tu vas juste avoir une dose suffisante de calcium et là tu pourras augmenter tes apports en magnésium pour ta santé. Donc si tu ne fais pas ça, tu vas bloquer tes récepteurs en magnésium et tu vas t'exposer à des risques cardiaques, vraiment beaucoup plus élevés que si tu ne consommes du calcium de façon raisonnée, pas comme on nous le demande de le faire. Alors là, c'était juste pour le problème du calcium et l'homme dans son histoire. Voilà. Donc là, je t'ai juste parlé de ça. Maintenant, on va parler du lait. Je vais pas tout te raconter sur le lait parce que je pourrais faire une émission de 2 heures dessus, sincèrement. Je vais t'expliquer les principaux trucs qui te permettent de te dire que le lait, c'est pas top. Même s'il y a d'autres trucs, tu vas voir. Déjà, tu vas comprendre pas mal de choses, je pense. Alors, autre problème du lait, c'est justement l'insuline bovine. J'en ai déjà parlé, l'insuline bovine, sur mon podcast sur le gluten. Si ça t'intéresse un peu les sujets comme ça, le lait, le gluten et ça, je t'invite à aller voir mon podcast sur le gluten. C'est un peu dans le même style où je t'explique concrètement ce que ça fait dans ton corps. Et là, justement, l'insuline bovine, le problème de l'insuline bovine, c'est qu'elle est chimiquement très très similaire à l'insuline humaine. À la différence que l'insuline bovine, il sert à réguler le taux de sucre dans ton sang d'une vache de 700 kg, voire même 900 kg, plutôt même 900 kg une vache. Et du coup, justement, donc cette insuline bovine sert à réguler une vache de 900 kg, et alors que les hommes pèsent au maximum 100 kg, ok ? Au maximum, sauf exception, normalement un homme il dépasse rarement 100 kg et une vache elle fait très souvent 900 kg. Donc forcément tu te doutes bien que l'insuline du bovin, de la vache, est beaucoup plus puissante que celle de l'homme. Voilà. Après, dans le meilleur des mondes, quand tu bois ton lait, qu'est-ce qui se passe ? Tu bois ton lait, tu en retires tous les macros, tous les micronutriments, donc les lipides du lait, les protéines du lait, le calcium, etc. Et puis après, tout ce que ton corps ne sert pas, tu les élimines, tu les mets à la décharge et tu les élimines aux toilettes, ok ? Et ça serait très bien. Sauf que c'est sans compter que l'intestin des hommes, de ton intestin par exemple, c'est de plus en plus une passoire. Je m'explique. Quand les aliments, ils arrivent dans ton intestin. Voilà, donc ils passent l'estomac, après ils arrivent dans l'intestin, et quand ces aliments arrivent, donc le lait arrive dans l'intestin, il y a des échanges gazeux qui s'opèrent
pour ne laisser passer qu'une seule partie des aliments que tu consommes. Ok, tous les aliments que ton corps va pouvoir utiliser, bah il y a eu un échange gazeux au niveau de ta barrière intestinale qui va s'opérer. Et du coup, tous les aliments qui vont être utiles, les macros, les micronutriments, ils vont passer dans ton sang pour pouvoir alimenter ton corps. Sauf que ce qui se passe avec la modification des blés modernes, qui est de mémoire avec des concentrations 24 fois plus importantes que les blés ancestraux, la teneur en gluten de ces blés modernes est 24 fois plus puissante et importante que les blés ancestraux, donc le gluten c'est aussi un problème, et ta paroi intestinale est dite perméable, c'est-à-dire que au lieu de faire des échanges gazeux et de laisser passer uniquement que ce que ton corps a besoin, il va laisser passer pas mal d'autres choses, certaines choses qui vont pas avoir un impact sur ton corps et certaines choses vont avoir un impact dans ton corps. Et c'est complètement le cas de l'insuline bovine. C'est-à-dire que comme la barrière de ton intestin n'est plus complètement jointe, complètement serrée, et du coup, elle va laisser, comme elle va être un peu dilatée, elle va laisser passer des choses dans ton sang qui n'auraient pas dû se trouver dans ton sang. Voilà, au niveau des jonctions serrées, pour ces personnes ça intéresse les termes scientifiques, voilà, la barrière intestinale au niveau des jonctions serrées ne va plus être complètement colmatée, complètement serrée, elle va être légèrement dilatée et elle va laisser passer certaines choses, dont l'insuline bovine. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que du coup, l'insuline bovine va se retrouver dans ton sang, qui va se retrouver mélangée à l'insuline humaine. Donc l'insuline bovine et l'insuline humaine vont se mélanger et comme les molécules, comme je t'ai expliqué, comme les molécules d'insuline bovine sont très très similaires à 3 lésions moléculaires près, c'est des molécules qui sont identiques, humaines et bovines, et du coup, ton corps, il va commencer à vriller, il va commencer à péter un plomb, il va se dire, ok, il y a de l'insuline, lui il va pas faire la différence que c'est l'insuline humaine ou bovine, il va se dire, vas-y, j'attaque l'insuline parce que il aime pas quand il y a beaucoup d'insuline dans ton sang, donc il va se dire, vas-y, j'attaque l'insuline. Donc déjà, il va attaquer l'insuline pour faire baisser le taux d'insuline dans ton sang, et lui il va pas savoir si c'est humaine ou bovine. Donc il va attaquer, et puis déjà ça va fatiguer extrêmement ton corps de faire ça, d'attaquer une insuline qui est en plus beaucoup plus puissante vu que c'est une insuline d'un bœuf de 900 kilos pardon. Et du coup là déjà ton corps il va commencer à vriller, et après dans les pires des cas, si tu continues à faire justement à boire du lait tout au long de ta vie, et si tu es prédisposé, ça peut t'arriver même très très tôt, même dès le plus jeune âge, ça peut déclencher ce qu'on appelle une réaction auto-immunitaire, tu as peut-être déjà entendu parler, c'est-à-dire que là ton corps il déraille complètement, c'est-à-dire qu'il commence à attaquer tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'insuline, Donc c'est-à-dire que tout ce qui a des molécules similaires à de l'insuline, il va attaquer. Donc il va attaquer l'insuline humaine, il va attaquer bien sûr l'insuline bovine et tout ce qui se rapproche de près ou de loin à une hormone qui se rapproche de l'insuline. Et que ce soit de l'insuline bovine ou humaine, lui il s'en fout, ton corps il détruit tout ce qui se passe. Et dans le pire des cas, il peut même attaquer directement l'organe qui sert à créer l'insuline dans ton corps, c'est-à-dire le pancréas. Il va directement attaquer ton pancréas, et là c'est encore moins marrant parce que du coup ton pancréas est détruit parce que ton corps s'est auto-détruit, c'est une réaction auto-immunitaire, et du coup c'est comme ça que ça se forme le diabète de type 1. Donc ton pancréas, comme il est foutu, ton corps ne sait plus créer d'insuline. Et du coup, tu es diabétique de type 1. Et là, c'est moins drôle parce que c'est des traitements à vie pour justement t'injecter de l'insuline quand ton taux de sucre dans le sang est trop élevé. Et ce phénomène-là, déjà pour un adulte, c'est catastrophique. Mais ce phénomène-là, chez un nouveau-né, c'est encore pire. Parce que tu te doutes bien qu'un nouveau-né qui n'est pas encore formé, il a encore moins de défense qu'un adulte à pleine force de l'âge. Du coup, tu te dis, le bébé, ok, c'est exactement ce que tu fais justement quand tu donnes des solutions de lait pour bébé à un bébé. Du coup, tu donnes du lait de vache à un bébé, et lui, il va avoir encore moins de choses pour contrer. Il va avoir peut-être un intestin la perméabilité intestinale qui est encore pas terrible, etc. Du coup, le moindre truc chez le bébé, ça va avoir encore des répercussions
encore plus dramatique. C'est pour ça qu'on a énormément d'enfants qui souffrent de diabète de type 1. Donc voilà, donc bien sûr le lait pour bébé, le lait maternisé pour bébé, c'est quelque chose à éviter dans le plus, dans la mesure du possible, hein, bien sûr. Des fois on peut pas, mais c'est vraiment à éviter le plus possible de donner ce type de solution à un bébé. Donc préservez vos enfants. Si tu es maman et que tu m'écoutes, préserve tes enfants si tu peux en justement ne pas en lui donnant pas justement ces solutions de lait maternisé, de lait de vache. Voilà. Donc ça c'était pour l'insuline bovine qui est un réel problème, ce qui est un réel problème. Et un autre problème que je voulais te parler avec le lait, je vais pas faire trop long, donc j'ai un dernier problème. J'aurais pu parler d'autres trucs, mais je vais te parler d'un dernier problème, c'est la présence d'œstrogènes dans le lait de vache. Hein. Qu'est-ce que c'est les œstrogènes ? C'est comme tous les mammifères féminins, hein, la vache produit elle aussi des œstrogènes. L'œstrogène, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inverse de la testostérone, hein. Et du coup, c'est l'inverse de la testostérone. Donc ça veut dire que les femmes produisent en grande partie des œstrogènes, hein, tout au long de leur vie. Et après, elles produisent une toute petite partie de testostérone. Et l'homme, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les hommes produisent en grande partie de la testostérone et en petite partie des œstrogènes. Donc c'est inversé, l'homme et la femme ne produisent pas exactement les mêmes hormones. Et par contre, dans les deux cas, il y a un processus chimique qui, par exemple, aromatise, par exemple pour les hommes, on aromatise la testostérone la testostérone qu'on produit va être aromatisée plutôt pour avoir un peu d'oestrogène. Hein. Donc ça s'appelle l'aromatisation. Et les femmes, c'est exactement l'inverse. Elles aromatisent un peu de leur oestrogène en testostérone. Ok ? Et donc bien sûr la vache, hein, vu que c'est une femme, on va dire, c'est un mammifère féminin. Et du coup, bien sûr que dans la vache, elle aussi, elle a des oestrogènes. Sauf que encore une fois, la vache est bien plus gros que un être humain, hein. Toujours, je vous rappelle, la vache, ça peut aller jusqu'à 900 kilos, voire même 1 tonne, sachant qu'un être humain ne dépasse jamais 100 kilos. Donc, forcément que les oestrogènes présents dans la vache vont être en énorme quantité par rapport à celles qu'on peut retrouver dans une femme humaine, ok ? Donc, forcément, la quantité d'œstrogène va être décuplée. Donc, toi, quand tu vas prendre ton lait, dans cette bouteille magnifique, là, il va être gorgé d'œstrogène bovin. Et du coup, encore une fois, c'est l'œstrogène bovin et l'œstrogène humain. C'est des molécules qui sont similaires, hein. C'est quasiment les mêmes molécules. Donc, ton corps ne va pas faire la différence entre l'œstrogène qui peut être apporté par le lait, donc l'œstrogène bovin, et ton oestrogène à toi que tu produis normalement. Et que tu sois homme ou femme, parce que les deux en produisent. Et du coup, la vache donc a beaucoup d'oestrogène dans le lait, et cela va avoir des répercussions. Forcément, qu'est-ce qu'on peut attendre des oestrogènes de la vache qui sont produits en très grosse quantité? Chez la femme, le surplus d'oestrogène que tu vas amener avec le lait peut entraîner des cancers, hein, même va entraîner des cancers, hein, si tu consommes de façon très régulière, et augmenter aussi le risque d'endométriose. Donc c'est vraiment un problème parce que l'endométriose, ça touche de plus en plus de femmes. Donc le lait est un facteur décuplant de risque d'avoir l'endométriose. Donc voilà, donc c'est vraiment un problème. Et on peut se dire que les hommes, chez les hommes, on a quand même un gros problème puisque on va avoir une diminution de la production de testostérone, qui est une hormone qui est indispensable, hein, chez l'homme pour toute construction et reconstruction cellulaire. Donc c'est un réel problème. On va avoir une diminution de la testostérone en consommant le lait, vu que c'est gorgé d'œstrogène. En fait, si tu veux, forcément, comme il va avoir la présence de énormément d'œstrogène dans ton corps, hein, chez l'homme, du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme il y a beaucoup d'œstrogène dans ton corps va assimiler la présence en grande partie d'œstrogène par une grande production aussi de testostérone, vu que les œstrogènes présentes chez l'homme sont aromatisés par la testostérone.
Donc, si il va faire le lien, il va se dire, ok, s'il y a beaucoup d'œstrogènes dans mon corps, ça veut dire que je produis trop de testostérone puisque j'ai trop aromatisé ma testostérone pour former des œstrogènes. Donc, il va diminuer la production de testostérone, comme je viens de t'expliquer, et ça va avoir des répercussions sur ta santé puisque l'homme a besoin de beaucoup de testostérone justement pour maintenir, pour reconstruire, pour construire certaines cellules et certains tissus. Donc, c'est un réel problème le lait. Il faut si tu peux complètement couper tes apports en lait, c'est ce que je te demande de faire, ça serait le mieux possible, ça serait vraiment idéal parce que sinon tu auras des problèmes de santé à court, moyen et même à long terme. Donc voilà, le lait, moi, c'est quelque chose que je ne consomme pas, ou alors, après des fois on n'a pas le choix, c'est vrai. Si tu as invité, je sais pas, chez ta mère, chez des amis, je sais pas, et que du coup, on fait un gâteau et qu'il y a un peu de lait, voilà. Après, faut pas être non plus, je pense, trop sectaire dans nos choix, mais au quotidien, si tu peux éviter et que ça peut être ultra occasionnel de consommer du lait, je pense que ça sera mieux pour toi, pour ta santé et pour tes performances sportives puisque bien sûr que tout ça va jouer dans tes performances sportives. Voilà. Donc après tu peux te dire ok c'est bien beau tout ça mais par quoi je remplace le lait ? Le lait, tu peux tout simplement le remplacer par des laits végétaux. Il existe énormément des laits végétaux. Il y a des bons laits végétaux, il y a des mauvais laits végétaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que je t'ai regroupé tout ça dans un PDF où tu auras un petit comparatif justement de tous les laits végétaux, lesquels sont le mieux pour ta santé. Et aussi, je t'ai mis les sources et les études scientifiques sur lesquelles je me suis servi pour créer cette émission que tu m'as énormément demandé sur le lait. Voilà. Donc si ça t'intéresse d'avoir la sélection des meilleurs laits végétaux et mes sources que j'ai utilisées pour ce podcast-là, je t'invite à télécharger ce PDF que tu retrouveras en description, donc juste en dessous de cet épisode, ou alors tu as juste à te rendre sur sportsanténutrition.com. Donc tu tapes sur Google Sport Santé Nutrition et tu tomberas sur mon site. Et si tu te rends dans l'onglet podcast, tu auras toute la liste des PDF de toutes les émissions. Donc c'est des trucs complémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, donc en description ou sur mon site. Et pour ceux qui m'écoutent avec des produits Apple, quand tu as un iPhone, un iPad, ce que tu veux, tu peux justement, vous avez la possibilité tous de mettre 5 étoiles sur mon podcast pour m'aider à faire grossir mon podcast, pour me donner de la motivation pour faire des podcasts toujours plus qualitatifs et quantitatifs aussi. Et du coup, voilà, c'est ta manière à toi de me soutenir, de soutenir mon travail et c'est gratuit et ça te prend que 5 secondes de mettre 5 étoiles sur mon podcast. Voilà, je te remercie si tu prends 5 secondes de ton temps pour m'aider. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Et ainsi, à la semaine prochaine. Allez, ciao les sportifs!